Bienvenue dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Agathe avait 42 ans. Dans le quartier, tout le monde la connaissait. Pas pour sa beauté, non, pour sa réussite. Cette femme avait bâti un empire à la force de ses bras. Son commerce de pagne au grand marché faisait parler. Les clients se bousculaient devant son étal dès l'aube. Elle vendait les tissus les plus fins, les motifs les plus rares. Sa réputation dépassait même les limites du marché. Son mariage avec Isidore durait depuis 20 ans. Isidore, 47 ans, homme respecté lui aussi. Ensemble, ils formaient le couple modèle du quartier. 4 enfants, une maison solide, des principes stricts. Agathe, moi, ne plaisantait pas avec la discipline. Elle avait élevé ses enfants dans la rigueur. Pas question de laisser aller. Pas question de gaspillage. Chaque matin, elle se levait à 4 heures, préparait le petit déjeuner, vérifiait que les enfants étaient prêts pour l'école. Puis, elle partait au marché. Elle rentrait tard le soir, épuisée, mais satisfaite. L'argent rentrait. Beaucoup d'argent. Elle comptait chaque billet avec soin. Notait chaque dépense dans son carnet. Rien ne lui échappait. Les voisins l'admiraient. Comment faisait-elle pour gérer tout ça? L'entreprise, la maison, les enfants, le mari. Agathe souriait à peine quand on lui posait la question. Elle répondait simplement « Le travail ne fait pas peur aux braves ». Et c'était vrai. Cette femme ne connaissait pas le repos. Elle avait commencé avec 3 pagnes sur la tête. Aujourd'hui, elle possédait un des plus grands étals du marché. Elle employait même 2 vendeuses. Son compte bancaire grossissait chaque mois. Les gens chuchotaient qu'elle était l'une des femmes les plus riches du quartier. Mais Agathe restait simple. Elle ne portait pas de bijoux tape à l'œil, pas de voiture luxueuse. Elle investissait tout dans son commerce et sa famille. L'avenir de ses enfants passait avant tout. Elle voulait qu'ils fassent des études, qu'ils deviennent quelqu'un, pas comme elle qui n'avait même pas terminé le collège. Annick était entrée dans la vie d'Agathe 25 ans plus tôt. Elles avaient grandi ensemble, même quartier, même école, même vie difficile. Quand Agathe avait perdu sa mère, Annick était restée à ses côtés. Quand Annick avait eu des problèmes avec sa famille, Agathe l'avait hébergée. Leur amitié ne se discutait pas. Elles se connaissaient par cœur. Les joies, les peines, les secrets. Tout se partageait entre elles. Annick était la marraine du 2e enfant d'Agathe. Agathe était la confidente d'Annick pour tout. Annick avait 2 enfants. Un garçon de 15 ans et une fille de 12 ans. Belle femme, souriante, toujours élégante, mère célibataire. Mais étrangement, elle ne parlait jamais des pères de ses enfants. Quand on lui posait la question, elle changeait de sujet. Agathe respectait son silence. Elle ne forçait jamais, chacun avait ses secrets. Les 2 amies se voyaient presque tous les jours. Annick passait à la maison. Elles buvaient le thé ensemble, discutaient des enfants, du quartier, de la vie. Annick donnait parfois des conseils à Agathe sur son commerce. Elle connaissait du monde. Elle aidait à trouver de nouveaux fournisseurs. Isidore appréciait Annick. Il la saluait poliment quand il la croisait. Les enfants l'adoraient. Tata Annick, comme il l'appelait, leur apportait toujours des friandises. Elle riait avec eux. Elle racontait des histoires drôles. Agathe ne doutait de rien. Annick faisait partie de la famille. Plus qu'une amie. Une sœur. Celle qu'on ne questionne pas. Celle en qui on a confiance les yeux fermés. 25 ans d'amitié ne mentent pas. 25 ans de présence dans les moments difficiles ne se calculent pas. Quand Annick avait besoin d'argent, Agathe donnait sans hésiter. Quand Agathe avait besoin d'aide, Annick accourait. C'était comme ça entre elles. Naturel, évident, indestructible. Personne dans le quartier n'imaginait ces 2 femmes séparées. Elles allaient ensemble aux cérémonies, au baptême, au mariage, aux enterrements. Toujours côte à côte. On les voyait arriver, on savait que l'autre n'était pas loin. Cette confiance aveugle allait pourtant devenir le piège le plus douloureux de la vie d'Agathe. L'année de ses 40 ans, Agathe avait commencé à sentir la fatigue. Son corps ne suivait plus comme avant.
Le marché, la maison, les enfants, tout pesait sur ses épaules. Elle se réveillait avec des douleurs dans le dos. Elle s'endormait, épuisée, chaque soir. Isidore travaillait lui aussi. Il partait tôt, rentrait tard. Les enfants grandissaient. Ils avaient à leurs propres occupations. L'aîné préparait son baccalauréat. Le deuxième était au collège. Les deux derniers à l'école primaire. Plus personne pour aider à la maison. Un soir, Agathe s'était effondrée en larmes devant Isidore. « Je n'en peux plus. Je ne dors même plus correctement. Il me faut de l'aide. » Isidore avait acquiescé. « Trouve quelqu'un de confiance. Quelqu'un qui peut s'occuper de la maison pendant que tu travailles. » Mais trouver quelqu'un de confiance, c'était compliqué. Agathe entendait trop d'histoires dans le quartier. Des domestiques qui volaient, des domestiques qui maltraitèrent les enfants, des domestiques qui disparaissaient avec les objets de valeur. Elle avait peur. Elle en avait parlé à Annick un après-midi. Elles étaient assises dans le salon. « Je cherche quelqu'un pour m'aider à la maison. Mais je ne sais pas à qui faire confiance. » Annick avait souri. « Ne t'inquiète pas. Je connais quelqu'un. Une jeune fille très sérieuse. Elle s'appelle Dado. Elle vient de mon village. Discrète, travailleuse, honnête. » Agathe avait hésité. « Tu es sûre ? » ?»« Certaine. Je la connais depuis qu'elle est petite. Sa famille était respectable. Elle a besoin de travailler en ville. Ce sera parfait pour vous deux. » En moins d'une semaine, tout était arrangé. Annick avait ramené Dado, une jeune fille d'environ 25 ans. Visage lisse, regard calme. Elle parlait peu. Elle souriait rarement. Mais elle semblait sérieuse. Agathe l'avait installée dans la petite chambre au fond de la cour. Elle lui avait expliqué ses tâches. Faire la cuisine, laver le linge, nettoyer la maison, s'occuper des enfants quand ils rentrèrent de l'école. Dado avait écouté en silence. Elle avait simplement hoché la tête. Puis elle s'était mise au travail. Oh, les premiers jours, Agathe l'observait. Elle vérifiait tout. Mais Dado travaillait bien. Elle ne se plaignait jamais. Elle ne demandait rien. Elle faisait ce qu'on lui demandait, ni plus, ni moins. Les semaines passaient. Agathe commençait à se détendre. Dado semblait vraiment fiable. Les enfants ne se plaignaient pas. Isidore trouvait la maison mieux tenue. Agathe pouvait enfin se concentrer sur son commerce, sans s'inquiéter. Annick passait toujours régulièrement. Elle demandait comment ça se passait avec Dado. Agathe répondait que tout allait bien. Annick souriait, satisfaite. « Je te l'avais dit, cette fille est une perle. » Agathe la remerciait encore. « Sans toi, je ne sais pas ce que je ferais. » Ce qu'Agathe ne voyait pas, c'était le regard de Dado. Un regard qui observait tout. Un regard qui enregistrait chaque détail. Un regard qui calculait déjà. Le commerce d'Agathe marchait très bien. Trop bien même. Elle ne faisait plus confiance aux banques pour tout son argent. Elle gardait une partie à la maison. Beaucoup d'argent. Des millions. Elle avait installé un coffre-fort dans sa chambre, derrière l'armoire. Discret, solide. Chaque soir, elle rentrait avec les recettes de la journée. Elle comptait les billets, les rangeait dans le coffre. Elle notait les montants dans son carnet. Personne ne devait savoir. Même Isidore ne connaissait pas le montant exact. Mais Dado observait. Elle nettoyait la chambre. Elle rangeait les vêtements. Elle voyait Agathe ouvrir le coffre. Elle remarquait où se trouvait la clé. Dans le tiroir de la table de nuit, sous les foulards. Dado ne disait rien. Elle continuait son travail. Mais elle regardait, elle écoutait. Elle apprenait les habitudes d'Agathe, les heures de départ, les heures de retour, les jours où Isidore rentrait tard, les jours où les enfants avaient des activités. Annick passait souvent. Elle discutait avec Agathe dans le salon. Dado servait le thé. Parfois, Annick l'appelait. « Dado, va m'acheter des biscuits au coin de la rue. » Dado partait. Elle revenait. Mais elle sentait quelque chose d'étrange entre Annick et Agathe. Une intimité particulière, des regards complices, des rires partagés. Les mois passaient. 1 an, puis 2 ans.
Dado s'était complètement intégré à la maison. Agathe lui faisait entièrement confiance. Elle ne vérifiait plus rien. Dado connaissait tous les secrets de la maison, l'emplacement de l'argent, les habitudes de la famille, les faiblesses de chacun. Elle savait qu'Isidore rentrait tard le mercredi, que les enfants avaient du sport le jeudi après-midi, qu'Agathe allait chez son fournisseur le vendredi matin. Tout était gravé dans sa mémoire. Annick, elle aussi, connaissait ces détails. Agathe lui racontait tout, son planning, ses projets, ses déplacements, sans se douter que chaque information donnée était une arme contre elle. Un après-midi, alors qu'Agathe était au marché, Annick était passée. Elle avait discuté longtemps avec Dado dans la cuisine, à voix basse. Quand Agathe était rentrée, elle préparait le dîner ensemble, en riant. « Vous vous entendez bien toutes les deux, on dirait », avait remarqué Agathe. « Oui », avait répondu Annick. « Dado est vraiment adorable. » Dado avait souri. Un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. Les semaines suivantes, Annick venait plus souvent quand Agathe n'était pas là. Elle prétextait vouloir laisser quelque chose pour elle, ou venir chercher un livre qu'elle avait oublié. Isidore ne se méfiait de rien. Dado ouvrait la porte. Elles restaient ensemble, parlaient, planifiaient. L'argent dans le coffre continuait d'augmenter. Agathe avait fait une excellente saison. Elle avait vendu des stocks entiers de pagnes importés. Les bénéfices étaient énormes. Elle gardait presque tout à la maison maintenant. Elle voulait acheter un nouveau terrain, construire un immeuble, sécuriser l'avenir de ses enfants. Elle ne se doutait pas que son avenir était en train de s'effondrer dans l'ombre. C'était un mardi. Agathe était partie très tôt au marché. Une grosse livraison devait arriver. Elle avait dit à Dado qu'elle rentrerait vers 15h. Les enfants étaient à l'école, Isidore au travail. À 15h30, Agathe était garée devant la maison. Elle portait 2 gros sacs, des échantillons de tissu pour ses clientes. Elle avait eu une bonne journée. Elle était fatiguée, mais satisfaite. Elle avait poussé le portail, traversé la cour, ouvert la porte principale. Le silence, un silence étrange, inhabituel. Normalement, Dado était dans la cuisine à cette heure-là. Elle préparait le goûter des enfants. Mais là, rien. Pas de bruit de casserole, pas de musique à la radio, rien. Agathe avait posé ses sacs. « Dado ?» Pas de réponse. « Dado, tu es là ?» Toujours rien. Elle était allée dans la cuisine. Vide. Le salon. Vide. La chambre de Dado au fond de la cour. Vide aussi. Le lit était fait. Les affaires de Dado avaient disparu. Plus de vêtements dans l'armoire. Plus de chaussures sous le lit. Plus rien. Agathe avait senti son cœur s'accélérer. Quelque chose n'allait pas. Elle avait fait le tour de toutes les pièces. La maison était impeccable. Trop impeccable. Comme si Dado avait tout nettoyé avant de partir. Elle avait essayé de se calmer. Peut-être une urgence familiale. Peut-être qu'elle allait revenir. Elle avait sorti son téléphone, composé le numéro de Dado. Éteint. Elle avait essayé encore, 3 fois, 4 fois, toujours éteint. La panique commençait à monter. Agathe avait appelé Isidore. « Chérie, Dado a disparu. Elle n'est pas là. Ses affaires ne sont plus dans sa chambre. »« Quoi ? Comment ça, disparu ?»« Je ne sais pas. Tout est parti. Son téléphone est éteint. »« J'arrive, ne bouge pas. » Isidore était arrivé 20 minutes plus tard. Ils avaient main fouillé la maison ensemble, vérifié chaque pièce, chaque placard. Rien ne manquait, apparemment. Les télévisions étaient là, les bijoux d'Agathe dans sa boîte. Tout semblait normal. Puis Agathe s'était figée. Le coffre-fort. Elle avait couru dans la chambre, poussé l'armoire. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Elle avait ouvert le tiroir de la table de nuit, cherché sous les foulards. La clé n'était plus là. Chers amis, si cette histoire te touche et que tu veux connaître la suite, abonne-toi dès maintenant. Tu ne veux pas rater ce qui va se passer ensuite. Les mains d'Agathe tremblaient. Elle fouillait frénétiquement dans le tiroir. Peut-être qu'elle s'était trompée d'endroit. Peut-être qu'elle avait changé la cachette et oublié. Non,
La clé avait toujours été là. Toujours. Isidore était derrière elle. « Qu'est-ce que tu cherches ?»« La clé. La clé du coffre. »« Quel coffre ?» Agathe ne répondait plus. Elle avait trouvé une autre clé, celle de secours, cachée dans un autre tiroir. Elle l'avait saisie. Elle s'était agenouillée devant le coffre-fort. Ses doigts glissaient sur le métal froid. Elle avait composé le code. 3, 8, 2, 5. Le déclic. Elle avait tourné la poignée, ouvert la porte. Vide, complètement vide. Agathe était restée immobile. Ses yeux fixaient l'intérieur du coffre. Elle ne comprenait pas. C'était impossible. Il y avait de l'argent hier soir encore, des liasses entières, ses économies, son capital, son avenir. Non, 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 non. Elle avait passé sa main à l'intérieur, comme si l'argent allait réapparaître, comme si c'était une illusion. Mais il n'y avait rien, juste le métal froid et vide. Isidore s'était approché. Il avait regardé le coffre, puis Agathe. Il avait compris. Il y avait combien ? Agathe ne pouvait pas parler. Les mots ne sortaient pas. Elle tremblait de tout son corps. Finalement, dans un souffle, 100 millions, peut-être plus. Isidore avait reculé. Il s'était assis sur le lit, ses mains sur sa tête. 100 millions. Agathe hochait la tête. Les larmes commençaient à couler. Lentement d'abord. Puis en cascade. Elle pleurait sans bruit. Juste des larmes qui n'arrêtaient pas de tomber. 100 millions. 2 ans d'économie. Tout ce qu'elle avait gagné. Tout ce qu'elle avait mis de côté. L'argent pour le terrain. Pour l'immeuble. Pour les études des enfants. Pour leur avenir. Tout. Disparu. Elle comprenait maintenant. Dado n'avait pas fui par hasard. Dado avait tout planifié. Elle avait observé. Attendu. Et aujourd'hui, elle avait frappé. Elle avait pris la clé, vidé le coffre, et elle était partie. Cette fille nous a ruinés. Isidore regardait le coffre vide. Il semblait sous le choc lui aussi. Ils restaient là, tous les deux, dans cette chambre, face au vide, face à la catastrophe. Agathe avait essayé de se relever. Ses jambes ne la portaient plus. Elle s'était appuyée contre le mur. Elle respirait difficilement, comme si l'air ne rentrait plus dans ses poumons. Il faut appeler Annick. Elle connaît Dado. Elle sait peut-être où elle est. Agathe avait composé le numéro d'Annick. Ses doigts tremblaient encore. Elle avait collé le téléphone contre son oreille. Les sonneries. 1, 2, 3, 4. Messagerie. Elle avait raccroché. Recommencé. Cette fois, ça sonnait même pas. Directement sur messagerie. Téléphone éteint. C'est pas possible. Annick éteint jamais son téléphone. Elle avait essayé encore. Et encore. 10 fois. 15 fois. Toujours éteint. Isidore s'était levé. On va chez elle. Ils étaient montés dans la voiture. Ils avaient roulé vite. Trop vite. Agathe ne disait rien. Elle regardait droit devant. Ses pensées tournaient. Dado, le coffre, Annick. Quelque chose n'allait pas. Ils étaient arrivés devant la maison d'Annick, une petite villa bien entretenue. Isidore avait frappé à la porte. Pas de réponse. Il avait frappé plus fort. Le voisin était sorti. « Vous cherchez Annick ? » ?»« Oui. Elle est là ? » ?»« Non. Elle est partie ce matin, avec ses enfants. Ils avaient plein de valises. Elle a dit qu'elle partait en voyage. » Agathe s'était approchée. « En voyage ? Elle vous a dit où ? » ?»« Non. Mais ça avait l'air pressé. Elle a chargé la voiture rapidement. Et elle est partie. » Agathe avait senti ses jambes se dérober à nouveau. Isidore l'avait retenue. Le voisin les regardait, inquiet. Quelque chose ne va pas ? Mais Agathe ne l'entendait plus. Dans sa tête, tout s'assemblait. Dado disparu. Le coffre vide. Annick partie. C'était trop pour être une coïncidence. Trop parfait. Annick savait. Non. Annick avait présenté Dado. Annick connaissait les habitudes de la maison. Annick passait souvent.
Annick avait accès à tout. Mon Dieu! Annick! Elle avait lâché le nom comme une malédiction. Isidore la regardait. Il ne comprenait pas encore. Quoi, Annick? Elle savait. Elle savait tout. C'est elle qui m'a présenté Dado. C'est elle qui venait tout le temps. Elle savait où était l'argent. Elle savait tout. Les mots sortaient. Maintenant, trop vite, trop violent. Elles sont ensemble. Elles m'ont volé ensemble. Isidore avait secoué la tête. Annick? Impossible. C'est ta meilleure amie. Vous vous connaissez depuis 25 ans. Justement. Qui d'autre pouvait me voler comme ça? Qui d'autre connaissait tout de ma vie? Qui d'autre savait que j'avais cet argent? Le voisin s'était reculé. Cette conversation ne le regardait plus. Il était rentré chez lui. Agathe tremblait de rage maintenant. Plus de larmes. Juste une colère froide qui montait. Sa meilleure amie. Celle qu'elle aimait comme une sœur. Celle qui avait partagé sa vie pendant 25 ans. Celle qui connaissait ses secrets, ses peurs, ses rêves. Trahison? Le mot résonnait dans sa tête. Elle avait fait confiance, aveuglément. Et Annick en avait profité. Elle avait tout planifié avec Dado. Elles avaient attendu le bon moment. Elles avaient volé. Et elles étaient restées parties. On rentre. Il faut porter plainte. Le commissariat était bondé. Des gens partout. Agathe et Isidore avaient attendu 3 heures avant d'être reçus. 3 heures assises sur un banc en bois. 3 heures à regarder le mur, à penser, à souffrir. Finalement, un policier les avait appelés. Un homme d'une 50aine d'années. Visage fatigué. Il les avait fait asseoir dans un petit bureau. Alors, quel est le problème? Agathe avait raconté. Dado, le coffre, les 100 millions, la disparition, Annick, la fuite. Elle parlait vite. Les mots se bousculaient. Le policier notait dans un cahier usé. Quand elle avait terminé, il avait levé les yeux. « Vous avez des preuves que cet argent existait ?» Agathe avait hésité. « Des preuves ?»« Oui, des relevés bancaires, des déclarations, des témoins. »« Non, je le gardais à la maison. Je ne l'avais pas déclaré. » Le policier avait soupiré. Il avait posé son stylo. « Madame, vous comprenez que c'est compliqué. Vous me dites qu'on vous a volé 100 millions que vous gardiez illégalement chez vous. Sans preuve, sans témoin. Mais c'est mon argent. Je l'ai gagné honnêtement. Je n'en doute pas. Mais juridiquement, c'est compliqué. Vous déposez une plainte pour vol. On va chercher ces 2 femmes. Mais sans preuve, ça va être difficile. » Agathe avait serré les poings. Elle voulait hurler. Mais elle s'était retenue. Le policier avait pris leurs informations, les noms de Dado et Annick, leurs numéros de téléphone, leurs adresses, leurs descriptions physiques. « On va lancer des recherches. On vous tiendra informé. » Ils étaient ressortis du commissariat. La nuit était tombée. Les enfants les attendaient à la maison. Ils ne savaient rien encore. Comment leur annoncer? Comment leur dire qu'ils étaient ruinés? Les jours suivants avaient été un enfer. Agathe ne dormait plus. Elle restait éveillée des nuits entières, à regarder le plafond, à repenser à tout, les signes qu'elle n'avait pas vus, les moments où Annick et Dado étaient seuls, les regards échangés. Comment avait-elle pu être aussi aveugle? Elle ne mangeait plus non plus. Isidore essayait de la forcer. Mais elle repoussait l'assiette. Elle maigrissait à vue d'œil. Ses joues se creusaient. Ses yeux se cernaient. Elle appelait le commissariat chaque jour. « Vous avez des nouvelles ?»« Pas encore, madame. On continue les recherches. 5 jours. 5 jours d'angoisse. 5 jours à attendre. 5 jours sans dormir, sans manger, sans vivre. » Le commerce était à l'arrêt. Agathe n'avait plus d'argent pour réapprovisionner. Les 100 millions, c'était tout son capital. Sans ça, elle ne pouvait plus rien acheter, plus rien vendre. Son entreprise s'effondrait. Les clientes appelaient. Elles voulaient leurs commandes. Agathe devait mentir. Dire que la livraison avait du retard, que les fournisseurs avaient des problèmes.
Elle entendait la déception dans leur voix. Certaines raccrochaient brutalement. Sa réputation se dégradait. Dans le marché, on commençait à parler. Agathe avait des problèmes. Agathe ne livrait plus. Agathe était finie. Les rumeurs couraient vite. Isidore essayait de tenir la maison, de s'occuper des enfants, de gérer. Mais lui aussi était choqué. Lui aussi ne comprenait pas. Comment des gens qu'on connaissait, qu'on aimait, pouvaient faire ça? Le 6e jour, en fin d'après-midi, Isidore était rentré du travail. Il avait un visage étrange, pâle, tendu. Il était entré dans la chambre où Agathe était allongée. Elle fixait le plafond comme d'habitude. « Agathe, il faut qu'on parle. » Sa voix tremblait. Agathe s'était redressée lentement. Elle l'avait regardé. Quelque chose dans son ton lui faisait peur. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Isidore s'était assis au bout du lit. Il ne la regardait pas. Ses mains tremblaient sur ses genoux. « Il faut que je te dise quelque chose. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. » Agathe sentait son cœur se serrer. « Non, pas maintenant. Pas après tout ça. »« Quoi ? Dis-moi. » Isidore avait fermé les yeux, inspiré profondément. « Annick et moi, on a eu une liaison. » Le silence, un silence lourd, écrasant. Agathe ne bougeait plus. Elle le fixait, attendant qu'il continue, espérant avoir mal entendu. « Ça a duré des années. Les 2 enfants d'Annick. C'est moi le père. » Les mots avaient beau frapper Agathe comme des coups de marteau. Un, après, l'autre. Elle ne respirait plus. Elle ne pensait plus. Juste ces mots qui tournaient dans sa tête. Annick et Isidore. Une liaison. Des années. Les enfants. Son mari. Sa meilleure amie. Non. Le mot était sorti dans un souffle. Isidore continuait. Les mots sortaient. Maintenant. Comme s'ils ne pouvaient plus s'arrêter. La semaine dernière, je les ai vus ensemble. Annick et Dado. Elles discutaient dans la voiture d'Annick, pas loin de la maison. Je ne leur ai pas parlé. Mais elles avaient l'air de comploter. Je n'ai pas compris sur le moment. Maintenant, je comprends. Il avait levé les yeux vers Agathe. Des larmes coulaient sur ses joues. Et ce n'est pas tout. Hier, j'ai vérifié nos comptes. Le compte joint, mon compte personnel. Tout est vide. Annick avait accès à mes codes. Elle a tout pris, jusqu'au dernier centime. Agathe ne sentait plus son corps. Elle était là, assise, mais elle ne sentait plus rien, ni la douleur, ni la colère. Juste un vide immense qui l'engloutissait. Son mari. Pendant des années, avec sa meilleure amie. Les enfants qu'elle avait câlinés, qu'elle avait gâtés, c'étaient les enfants de son mari. Et Annick, celle qu'elle appelait sœur, celle à qui elle avait tout donné, avait eu des liaisons avec son mari, pendant des années. Et maintenant, elle l'avait volé, toutes les 2, avec Dado. Elles avaient pris son argent, l'argent d'Isidore. Elles avaient tout planifié, tout calculé. La pièce se mit à tourner. Agathe sentit ses forces l'abandonner. Ses yeux se révulsèrent. Elle bascula en arrière. « Agathe !» Isidore s'était précipité. Il l'avait rattrapée. Elle était inconsciente. Il avait crié. Appelé les enfants. L'ambulance. La panique. Agathe ne sentait plus rien. Juste le noir. Un noir épais. Salvateur. Elle ne voulait plus se réveiller. Plus jamais. Mais son corps avait décidé autrement. 2 heures plus tard, elle avait ouvert les yeux. Elle était à l'hôpital. Une perfusion dans le bras. Isidore était là, les enfants aussi, leur visage inquiet. Elle avait refermé les yeux. Elle ne voulait pas les voir. Elle ne voulait voir personne. La douleur était revenue, plus forte, plus violente. Elle se souvenait maintenant, de tout. L'aveu d'Isidore, la trahison, la ruine. Le médecin était entré. Madame a fait un malaise vagal, causé par un choc émotionnel intense. Il faut qu'elle se repose, qu'elle mange, qu'elle reprenne des forces. Mais Agathe ne voulait pas reprendre des forces. Elle voulait disparaître, mourir, ne plus exister.
Comment pouvait-on survivre à ça? Comment pouvait-on continuer après une telle trahison? Les jours suivants à l'hôpital avaient été un cauchemar. Isidore venait la voir. Elle refusait de lui parler. Elle tournait la tête quand il entrait. Les enfants posaient des questions. Elle ne répondait pas. Elle restait là, allongée, le regard vide. La police avait appelé. Toujours aucune trace d'Annick et d'Ado. Elles avaient disparu, volatilisées, avec l'argent, avec tout. Agathe était sortie de l'hôpital une semaine plus tard. Elle était rentrée à la maison. Cette maison qui lui semblait maintenant étrangère. Tout lui rappelait Annick, le salon où elle buvait le thé, la cuisine où elles riaient ensemble, la chambre où Dado travaillait. Elle ne supportait plus rien. Elle restait enfermée dans sa chambre, les rideaux fermés, la porte verrouillée. Elle ne mangeait que quand les enfants insistaient. Elle ne parlait à personne. Isidore dormait dans le salon. Elle lui avait interdit de s'approcher. Elle ne voulait plus le voir. Plus jamais. Cet homme qui l'avait trahi pendant des années. Cet homme qui avait couché avec sa meilleure amie. Qui avait fait des enfants avec elle. Pendant qu'elle travaillait. Pendant qu'elle se tuait. À la tâche pour leur famille. Les semaines passaient. 2 semaines. 3 semaines. 1 mois. Toujours rien de la police. Annick et Dado restaient introuvables. L'argent disparu. 100 millions. Plus les économies d'Isidore. Tout était parti. Le commerce d'Agathe avait fermé. Elle n'avait plus d'argent pour payer le loyer de l'étal. Le propriétaire l'avait expulsée. 20 ans de travail. Anéanti. En un jour. Les créanciers commençaient à appeler. Agathe avait des dettes, des fournisseurs à payer, des commandes en cours. Elle ne pouvait plus honorer ses engagements. Sa réputation était détruite. Dans le quartier, tout le monde savait maintenant. L'histoire s'était répandue. Agathe, la femme riche et respectée, s'était fait voler par sa domestique et sa meilleure amie. Certains riaient, d'autres plaignaient, mais tous parlaient. Agathe ne sortait plus de la maison. Elle ne voulait croiser personne. Elle ne voulait voir les regards, entendre les chuchotements. Elle restait enfermée, prisonnière de sa douleur. Isidore tentait de s'excuser. Chaque jour, il frappait à la porte de la chambre. « Agathe, pardonne-moi. Je sais que j'ai fait une erreur. Mais je t'aime. On peut reconstruire, ensemble. » Elle ne répondait jamais. Le pardon? Comment pardonner ça? Comment pardonner des années de mensonges? Comment pardonner une trahison aussi profonde? Un soir, 2 mois après le vol, Agathe s'était levée. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait ouvert les rideaux. Regardait dehors. La vie continuait. Les gens marchaient, riaient, vivaient. Mais pas elle. Elle était morte à l'intérieur. Plus rien n'avait de sens. Plus rien n'avait d'importance. Sa vie était finie. Non, pas finie. Volée. Par celle qu'elle aimait le plus. Et là, dans ce moment de lucidité douloureuse, une pensée avait germé. Froide, violente, irrépressible. La vengeance. Si la justice ne pouvait rien faire, elle allait prendre les choses en main. Elle allait les faire payer. Toutes les deux. Annick et Dado. Elles allaient regretter d'être nées. Elles allaient souffrir comme elles souffraient. Elles allaient payer avec leur vie. Cette nuit-là, Agathe n'avait pas dormi. Elle avait planifié, réfléchi. Comment les retrouver? Comment les atteindre? La police ne faisait rien. Il fallait chercher ailleurs. Le lendemain matin, elle était sortie pour la première fois. Elle avait marché dans les rues, déterminée, le regard dur. Elle savait où aller. Qui voir? Dans ce pays, quand la justice officielle échouait, il y avait d'autres moyens, d'autres chemins, plus sombres, plus dangereux, mais efficaces. Agathe allait emprunter ce chemin, peu importe le prix, peu importe les conséquences. Elle voulait sa vengeance, et elle l'aurait. Les 2 femmes qui avaient détruit sa vie allaient le payer. Elle en faisait le serment, sur tout ce qu'elle avait perdu, sur tout ce qu'on lui avait volé. La guerre venait de commencer, et Agathe ne comptait pas la perdre.
Agathe avait entendu parler de ces hommes qui avaient des pouvoirs, qui pouvaient atteindre les gens à distance, qui pouvaient punir, qui pouvaient tuer. Elle n'y avait jamais cru vraiment, avant. Mais maintenant, elle était prête à tout. La police ne faisait rien. Annick et Dado restaient introuvables. Il lui fallait d'autres moyens. Elle avait commencé ses recherches, discrètement. Elle avait demandé autour d'elle. Des noms circulaient, des adresses, des recommandations. Le premier féticheur habitait à la sortie de la ville. Une petite case entourée d'arbres. Agathe y était allée un matin. Un vieil homme l'avait reçue. Il portait des colliers de coris, des bracelets en cuir. Il l'avait écoutée. Puis il avait secoué la tête. « Ces femmes sont protégées, très protégées. Je ne peux rien faire contre elles. » Agathe avait insisté. « Il doit y avoir un moyen. »« Non, leur protection est puissante. Si j'essaie, c'est moi qui vais mourir. » Elle était repartie, frustrée, mais pas découragée. Le deuxième féticheur habitait dans un quartier populaire. Un homme plus jeune. Il avait consulté ses coris, lancé ses noix de cola, regardé Agathe avec gravité. « Je vois ce que tu veux, mais c'est impossible. Ces femmes ont fait des rituels avant de partir. Personne ne peut les toucher. » Agathe serrait les poings. « Personne ? Personne. Désolée. » Le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Toujours la même réponse. Annick et Dado étaient protégés, intouchables, impossible de les atteindre, impossible de les tuer. Agathe était au bord de la folie. 6 féticheurs, 6 refus. Où était la justice dans tout ça? Ces femmes l'avaient détruite. Elles avaient volé sa vie. Et maintenant, elles étaient protégées. Elles allaient s'en sortir comme ça? Non, elle ne pouvait pas accepter. Le 7e féticheur habitait loin, très loin. Il avait fallu prendre un taxi-brousse, rouler pendant 3 heures. Agathe s'était rendue dans un village reculé, une case au fond d'une forêt. L'homme qui l'avait reçu était différent, plus âgé, plus sombre. Il avait des scarifications sur le visage, des yeux qui semblaient folles à voir au-delà du visible. Il l'avait écouté sans l'interrompre. Puis il avait souri. Un sourire sans joie. « Je ne peux pas les tuer, c'est vrai. Mais je peux faire autre chose. »« Quoi ? » ?»« La folie. Je peux les rendre folles. Complètement folles. Elles perdront la raison. Elles ne sauront même plus qui elles sont. Elles erreront dans les rues comme des démons. Elles souffriront. Jusqu'à leur mort. » Agathe avait frissonné. C'était horrible. Mais n'était-ce pas ce qu'elle méritait? Elle l'avait rendue folle elle-même. Pourquoi pas leur infliger la même chose? Combien? Le féticheur avait souri à nouveau. 2 millions. Plus les ingrédients pour le rituel. 2 millions. Agathe n'avait presque plus rien. Mais elle avait encore quelques économies cachées. De l'argent qu'elle gardait pour les urgences. C'était une urgence. Le féticheur avait sorti une liste. Il avait énuméré les ingrédients nécessaires. Des plumes de corbeau, du sang de bouc noir, des racines rares, de la terre de cimetière, des objets personnels des 2 femmes. Agathe avait des photos d'Annick, des vêtements que Dado avait oubliés. Ça suffirait. Et il faut aussi 7 poulets blancs, 7 bouteilles d'alcool fort, du tissu rouge, des coris, de l'encens. Le féticheur calculait. Agathe notait. Au total, avec les ingrédients et le prix du rituel, il fallait 3 millions. 3 millions! Presque tout ce qui lui restait. Mais qu'est-ce que l'argent maintenant? Annick et Dado lui avaient déjà tout pris. Ces 3 millions ne changeraient rien à sa situation. Autant les utiliser pour se venger. Je paie. Elle avait sorti les billets, les avait comptés devant le féticheur. Il les avait pris, vérifiés, rangés dans une calebasse. Reviens demain, à minuit. Le rituel se fera ici, dans la forêt. N'amène personne. Viens seule. Agathe avait acquiescé. Elle était partie, le cœur battant. Elle allait le faire, enfin. Annick et Dado allaient payer. Elles allaient devenir folles. Elles allaient souffrir.
comme elle souffrait. Sur le chemin du retour, dans le taxi-brousse, Agathe regardait le paysage défiler. Les arbres, les villages, les gens. Sa décision était prise. Plus rien ne pouvait l'arrêter, ou presque rien. Agathe avait un oncle, le frère de son père, un homme sage, un homme qu'elle respectait. Elle ne lui avait rien dit de ce qui s'était passé. Elle ne voulait pas inquiéter la famille. Mais ce soir-là, elle avait ressenti le besoin de l'appeler. Peut-être pour se rassurer, peut-être pour se justifier. Elle ne savait pas vraiment. Elle avait composé son numéro. « Mon oncle, c'est Agathe. »« Agathe, ma fille, comment vas-tu ?» Sa voix était chaleureuse, rassurante. Agathe avait senti les larmes monter. « Ça va, mon oncle ?»« Non, je t'entends. Ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, tout était sorti. Le volume, Annick, Dado, Isidore, la trahison, la ruine, la quête des féticheurs, le rituel prévu pour demain. L'oncle avait écouté sans interrompre. Quand elle avait terminé, il y avait eu un long silence. Puis, il avait parlé. Sa voix était grave. « Agathe, écoute-moi bien. Ce que tu veux faire est dangereux, très dangereux. Mais elle mérite de payer. Peut-être, mais pas comme ça. Tu sais ce que provoque la folie mystique ? Non. Elle ne s'arrête pas à la personne visée. Elle se transmet, de génération en génération, jusqu'à la 7e génération. Agathe avait senti son sang se glacer. Quoi ? Oui. Si tu lances ce rituel, Annick et Dado deviendront folles. Mais leurs enfants aussi. Et les enfants de leurs enfants. Et ainsi de suite. Pendant 7 générations. Des innocents vont payer pour les crimes de leur mère. Mais je veux juste qu'elle pételle. Ce n'est pas comme ça que ça marche. La malédiction ne choisit pas. Elle frappe aveuglément. Et ce n'est pas tout. Il y a autre chose ? Oui. Cette malédiction peut se retourner contre toi, contre tes propres enfants. Si tu lances une chose aussi noire, aussi puissante, tu risques de contaminer ta propre lignée. Tes 4 enfants pourraient être touchés. Leurs enfants aussi. Agathe tremblait maintenant. Elle n'avait pas pensé à ça. Elle voulait juste punir Annick et Dado. Pas détruire des générations innocentes. Pas mettre ses propres enfants en danger. Mon oncle, qu'est-ce que je dois faire ? Pardonne. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est injuste. Mais la vengeance mystique n'est jamais la solution. Elle crée plus de mal qu'elle n'en répare. Laisse faire le destin. Laisse faire Dieu. Celles qui font le mal finissent toujours par payer, mais pas par nos mains. Je ne peux pas. Je ne peux pas pardonner. Tu n'es pas obligé de pardonner dans ton cœur. Mais ne lance pas ce rituel. Pense à tes enfants. Pense aux enfants innocents qui vont payer. Est-ce que le fils d'Annick, qui a 15 ans, mérite de devenir fou ? Est-ce que sa fille de 12 ans mérite de souffrir pour les crimes de sa mère ? Agathe pleurait maintenant, silencieusement. Elle pensait à ses enfants. Elle les connaissait. Elle les avait vus grandir. Le garçon était poli, intelligent. La fille était timide, souriante. Il n'avait rien fait. Il ne savait peut-être même pas ce que leur mère avait fait. Et ses propres enfants, ses 4 trésors. Pouvait-elle les mettre en danger ? Pouvait-elle risquer leur avenir pour assouvir sa soif de vengeance ? Je ne sais plus. Rentre chez toi. Dors. Réfléchis. Et demain, si tu dois y retourner, n'y va pas pour le rituel. Va pour annuler. Va pour renoncer. L'argent n'est rien comparé à la vie de tes enfants. Laisse-le si tu dois. Mais ne fais pas ce rituel. Ils avaient raccroché. Agathe était restée là, son téléphone dans la main. Le taxi-brousse continuait sa route. Elle regardait le ciel. La nuit tombait. Elle pensait à Annick, à Dado, à sa colère, à sa douleur. Mais elle pensait aussi à ses enfants, à leur avenir, à leur innocence. Que valait sa vengeance face à leur vie ? Le lendemain matin, Agathe avait pris sa décision. Elle avait appelé le féticheur.
Je ne viens pas ce soir. Pourquoi? Tout est prêt. J'ai changé d'avis. Je ne veux plus faire le rituel. Il y avait eu un silence, puis la voix du féticheur, plus froide. Tu as déjà payé. Je ne rembourse pas. Je sais. Garde l'argent. Je ne le veux pas. Mais je ne ferai pas le rituel. Tu es sûr? Tu as une occasion de les punir. De les faire souffrir comme elles t'ont fait souffrir. Je suis sûre. Je ne veux pas que des innocents paient. Je ne veux pas mettre mes enfants en danger. Le féticheur avait ricané. Tu es faible. Elles vont s'en sortir. Elles vont vivre leur vie avec ton argent. Et toi, tu vas rester dans ta douleur. Peut-être. Mais au moins, mes enfants seront en sécurité. Au moins, je n'aurai pas de sang innocent sur les mains. Elle avait raccroché. Son cœur était lourd. Elle venait de renoncer à sa vengeance. Elle venait de laisser 3 millions au féticheur. Pour rien. Mais elle avait fait le bon choix. Elle le savait. Dans son cœur, elle le savait. La vengeance n'apportait rien. Elle ne ramènerait pas son argent. Elle ne réparerait pas sa vie. Elle ne ferait que créer plus de souffrance, plus de douleur. Agathe devait trouver une autre voie. La reconstruction. Pas la destruction. Les jours suivants avaient été difficiles. Agathe devait prendre des décisions douloureuses. D'abord, Isidore. Elle ne pouvait plus vivre avec lui. Plus après ce qu'il avait fait. Plus après cette trahison. Elle lui avait parlé un soir. « Tu dois partir. » Isidore avait baissé la tête. « Je comprends. Je suis désolée. Vraiment désolée. Tes excuses ne changent rien. Tu m'as trahi pendant des années. Avec ma meilleure amie. Tu as fait des enfants avec elle. Comment veux-tu que je te pardonne? Je sais. Je ne mérite pas ton pardon. Mais laisse-moi au moins aider avec les enfants, financièrement. Tu n'as plus rien. Annick a tout pris. Je vais travailler, recommencer. Je vous enverrai de l'argent. Agathe avait haussé les épaules. Elle ne croyait plus en ses promesses. Mais elle ne voulait plus se battre. Elle était trop fatiguée. Fais ce que tu veux, mais tu ne vis plus ici. Isidore était parti une semaine plus tard, avec 2 valises. Il avait loué une petite chambre dans un quartier populaire. Il venait voir les enfants le week-end. Il l'accueillait, froidement, surtout l'aîné, qui avait compris, qui en voulait à son père. Agathe se retrouvait seule avec 4 enfants, sans commerce, presque sans argent. Elle avait juste la maison, que son père lui avait léguée. Au moins, personne ne pouvait lui prendre ça. Elle avait fait le tour de ses possessions. Il lui restait quelques bijoux. Elle les avait vendus. Ça lui avait donné un peu d'argent. De quoi tenir quelques mois. Puis, elle avait recommencé à réfléchir à son commerce. Elle ne pouvait pas abandonner. Elle avait 4 enfants à nourrir, à éduquer. Elle ne pouvait pas rester les bras croisés. Elle avait emprunté de l'argent à un oncle, à un cousin, à d'anciennes clientes qui lui faisaient encore confiance. Petite somme, mais qui s'additionnait. Avec cet argent, elle avait racheté quelques pagnes. Pas beaucoup, une 20aine. Mais c'était un début. Elle était retournée au marché. Pas à son ancien emplacement, trop cher. Elle avait pris une place plus petite, au fond du marché. Les premiers jours avaient été humiliants. Elle, qui avait régné sur le marché, était maintenant dans un coin, avec quelques pagnes sur une natte. Les gens passaient. Certains la reconnaissaient, chuchotaient. Elle voyait leurs regards, moqueurs, compatissants, méprisants. Mais elle tenait bon. Elle souriait. Elle appelait les clients. Elle vendait. Peu. Mais elle vendait. Les semaines passaient. Puis les mois. Agathe se levait chaque jour à 4 heures. Préparait le petit déjeuner. Emmenait les enfants à l'école. Allait au marché. Rentrait le soir. Faisait les devoirs avec les enfants. Les couchait. Et recommençait le lendemain. C'était dur. Très dur. Elle n'avait plus d'aide. Plus de Dado. Plus d'Isidore, vraiment. Elle gérait tout. Toute seule. Mais elle refusait d'abandonner. Pour ses enfants. Pour elle-même aussi.
Elle ne laisserait pas Annick et Dado gagner. Elles avaient pris son argent, mais elles ne prendraient pas sa dignité. Elles ne prendraient pas sa force. 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Agathe se battait. Elle remboursait ses dettes petit à petit. Elle agrandissait son stock. Elle regagnait des clients. Sa réputation se reconstruisait, lentement, difficilement. Mais elle se reconstruisait. Les enfants grandissaient. L'aîné avait eu son baccalauréat. Il était entré à l'université. Agathe payait les frais, avec difficulté, mais elle payait. Le deuxième préparait son brevet. Les 2 derniers étaient bons élèves. Agathe était fière. Malgré tout ce qui s'était passé, elle tenait sa famille debout. Elle les élevait dans la dignité, dans l'honnêteté, dans le travail. Elle n'était plus riche comme avant, loin de là. Mais elle survivait. Elle avançait, un pas après l'autre. Pendant ce temps, quelque part très loin, Annick et Dado vivaient à leur vie. Elles avaient fui dans un pays voisin, changé de nom, pris de faux papiers. Elles s'étaient installées dans une grande ville. L'argent, elles l'avaient partagé. 50 millions chacune. Plus que ce qu'elles avaient volé à Agathe, parce qu'Annick avait aussi vidé les comptes d'Isidore. Elle avait tout pris. Au début, tout allait bien. Elles vivaient comme des reines. Grande maison, belle voiture, vêtements de luxe. Elles sortaient, elles fêtaient, elles profitaient. Mais rapidement, les tensions étaient apparues. Dado trouvait qu'Annick dépensait trop. Annick trouvait que Dado était trop radine. Elles se disputaient pour un rien. Un jour, Annick avait voulu emprunter de l'argent à Dado. Pour un investissement, disait-elle. Dado avait refusé. « Tu as déjà ton argent, gère le mieux. » « Mais c'était mon plan. Sans moi, tu n'aurais rien eu. Sans moi non plus, c'est moi qui ai volé l'argent. Toi, tu n'as fait que donner des informations. » La dispute avait éclaté. Violente. Elle s'était dit des choses horribles. Elle s'était insultée, presque battue. Annick était partie furieuse. Elle ne supportait plus Dado. Cette fille qui se prenait pour qui? Sans elle, Dado serait restée une domestique misérable. Dado, de son côté, ne supportait plus Annick, cette femme arrogante qui croyait tout mériter, qui avait trahi sa meilleure amie, sa propre complice. Dans les jours suivants, chacune avait pris sa décision. La même décision, mais séparément. Elles allaient se débarrasser l'une de l'autre. Annick était allée voir un féticheur local. Elle avait payé. Elle avait demandé la mort de Dado. Le féticheur avait accepté. Il avait fait le rituel. Il avait dit que dans 7 jours, Dado mourrait. Dado, elle aussi, était allée voir un féticheur. Un autre. Dans un autre quartier. Elle avait payé. Elle avait demandé la mort d'Annick. Le féticheur avait accepté. Il avait fait le rituel. Il avait dit que dans 7 jours, Annick mourrait. Aucune ne savait ce que l'autre avait fait. Elles ne se parlaient fort plus. Elles s'évitaient. Les jours passaient. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 6e jour, Annick avait commencé à se sentir bizarre. Elle avait des malaises, des vertiges. Elle ne comprenait pas. Elle avait consulté un médecin, qui n'avait rien trouvé. Dado aussi se sentait mal, très mal. Elle avait des douleurs dans la poitrine. Elle respirait difficilement. Le 7e jour au matin, Annick avait compris. Elle avait appelé son féticheur. « Qu'est-ce qui m'arrive? Je me sens mourir. »« Impossible. Le rituel était pour Dado, pas pour toi. »« Mais je vais mourir. Je le sens. » Le féticheur avait consulté ses chorisses. Son visage avait blêmi. « Quelqu'un a fait un rituel contre toi aussi. Un rituel de mort. Les 2 rituels se sont rencontrés. Ils vont vous tuer toutes les 2, en même temps. Annule-le, vite. C'est trop tard. On ne peut plus rien faire. Vous allez mourir à minuit, toutes les 2. Annick avait raccroché. Elle tremblait. Elle avait compris. Dado. Dado avait fait la même chose. Elles s'étaient condamnées mutuellement. Elle avait essayé d'appeler Dado, pour lui dire, pour qu'elles trouvent une solution ensemble.
Mais Dado ne répondait pas. Dado, elle aussi, avait appris la vérité. Son féticheur lui avait dit la même chose. Elles allaient mourir toutes les deux. À minuit, Annick avait passé la journée dans la peur, dans les regrets, tout ce qu'elle avait fait. Trahir Agathe, voler, fuir, et maintenant, mourir. À 40 ans, loin de chez elle, loin de tout. Ses enfants. Mon Dieu, ses enfants. Qu'allaient-ils devenir? Il ne savait même pas ce qu'elle avait fait. Il croyait qu'elle était une femme honnête. Le soir, vers 22h, elle avait pris son téléphone. Elle avait cherché le numéro d'Agathe. Elle l'avait gardé. Elle ne savait pas pourquoi. Peut-être qu'une partie d'elle savait que ce jour viendrait. Elle avait composé le numéro, les mains tremblantes, le cœur battant. Agathe était dans son lit. Elle lisait. Le téléphone avait sonné. Numéro inconnu. Elle avait hésité, puis décroché. « Allô? Agathe, c'est Annick. » Le silence. Agathe était restée figée. Cette voix qu'elle n'avait plus entendue depuis 3 ans. Cette voix qui avait détruit sa vie. « Comment oses-tu m'appeler? »« Agathe. Je suis désolée. Tellement désolée. » La voix d'Annick tremblait. Elle pleurait. « Tu es désolée? Après ce que tu m'as fait? Après m'avoir volé? Après avoir touché mon mari pendant des années? » « Je sais. J'ai été horrible. J'ai été une monstre. Mais je vais mourir ce soir, dans 2 heures. Et je voulais te demander pardon avant. » Agathe avait ricané. « Tu veux mon pardon? Tu crois que c'est aussi simple? » « Non. Je sais que non. Mais je voulais que tu saches que j'ai souffert, que je souffre, que je regrette chaque jour. L'argent ne m'a pas rendue heureuse. Au contraire, il a détruit ma vie. Tu as détruit ta vie toi-même. Oui, tu as raison. J'ai tout détruit. Notre amitié, ma conscience, mon avenir. Et maintenant, je vais mourir. » Agathe écoutait. Une partie d'elle voulait raccrocher. Une autre partie voulait entendre, voulait savoir. « Comment tu vas mourir? » Annick avait raconté. Le féticheur, le rituel. Dado qui avait fait la même chose. Les 2 malédictions qui se rencontraient. La mort qui approchait. « À minuit, je mourrai. »« Dado aussi. On va payer toutes les 2 pour ce qu'on a fait. »« C'est la justice alors. » »« Oui, c'est la justice. » Agathe, mes enfants. Mes pauvres enfants, ils ne savent rien. Promets-moi de ne pas leur dire. De les laisser croire que je suis morte naturellement. De prendre soin d'eux. Pourquoi je ferais ça pour toi? Pas pour moi, pour eux. Ils sont innocents. Ils n'ont rien fait. Ne salis pas ma mémoire devant eux, s'il te plaît. Agathe avait fermé les yeux. Ses enfants, le garçon, la fille. Innocents, effectivement. Ils allaient perdre leur mère ce soir. Ils allaient souffrir. N'était-ce pas assez? D'accord, je ne dirai rien. Merci. Merci, Agathe. Tu as toujours été meilleure que moi. Plus forte. Plus digne. Je suis désolée de t'avoir fait ça. Adieu, Annick. Adieu, mon ami. Agathe y avait raccroché. Elle était restée là, le téléphone dans la main. Des larmes coulaient. Pourquoi? Pour qui? Elle ne savait plus. Annick allait mourir, dans 2 heures. Et malgré tout ce qu'elle avait fait, malgré la trahison, malgré la douleur, une partie d'Agathe était triste. Triste pour cette amitié perdue, triste pour cette vie gâchée, triste pour ses enfants qui allaient souffrir. À minuit exactement, dans sa maison, Annick s'était effondrée. Son cœur avait cessé de battre. Elle était morte. Au même instant, à plusieurs kilomètres de là, Dado tombait aussi. Son corps s'était raidi, puis relâché. Elle était morte. Le lendemain, on avait découvert les corps. La police avait enquêté. 2 femmes, mortes en même temps, sans raison apparente. Les autopsies n'avaient rien révélé. Pas de poison, pas de maladie, juste
la mort. L'affaire avait fait du bruit. Les journaux en avaient à parler. La télévision aussi. 2 femmes mortes, mystérieusement, au même moment. La police cherchait un lien entre elles. Elle avait trouvé. Elles habitaient ensemble. Elles avaient beaucoup d'argent. Argent dont la provenance était douteuse. Des faux papiers, des fausses identités. L'enquête avait remonté le fil. Elle avait découvert le vol. Agathe. Le commissariat avait été contacté. Annick et Dado avaient été identifiés. Le mystère était résolu. Partiellement. La nouvelle était passée à la télévision. Agathe l'avait vue. Elle était assise dans son salon, ses enfants autour d'elle. Ils regardaient les images. Les corps emmenés par les ambulances. Les policiers sur place. « C'est elle ?» avait demandé l'aîné. « Celles qui nous ont volés ?»« Oui. »« Elles sont mortes ?»« Oui. » Un silence. Les enfants regardaient l'un et leur mère. Elle ne pleurait pas. Elle ne souriait pas. Elle était juste là, calme, comme si quelque chose s'était fermé en elle. « Elles ont eu ce qu'elles méritaient », avait dit le deuxième enfant. Agathe n'avait rien répondu. Avait-elle vraiment eu ce qu'elle méritait? 2 femmes mortes, des enfants orphelins, de l'argent qui ne servirait plus à personne. Où était la justice là-dedans? Mais elle ne voulait plus y penser. C'était fini. Annick était morte. Dado était morte. Elle ne reviendrait jamais. L'argent était perdu. Pour toujours. Il fallait continuer, avancer, vivre. Isidore, lui, avait sombré. Après son départ de la maison, il avait essayé de se reconstruire. Il avait cherché du travail. Mais à son âge, c'était difficile. Et avec sa réputation entachée, c'était encore plus dur. Il avait enchaîné les petits boulots. Gardien, livreur, manutentionnaire. Il gagnait juste de quoi se nourrir, se loger dans sa petite chambre misérable. Il venait voir les enfants parfois, de moins en moins, parce qu'il avait honte. Honte de ce qu'il était devenu, honte de ce qu'il avait fait. Les enfants le regardaient avec pitié, parfois avec mépris, surtout l'aîné. La vie continuait, et Agathe continuait avec elle, la tête haute, le cœur meurtri mais battant, prête pour demain, prête pour l'avenir. Chers amis, Mama Aya vous conseille de ne jamais faire confiance aveuglément, même aux personnes les plus proches. Cette histoire nous enseigne que la confiance doit être accompagnée de vigilance. Protégez vos biens. Ne révélez jamais tous vos secrets, même à votre meilleur ami. Vérifiez toujours les références de ceux que vous invitez dans votre intimité, surtout quand il s'agit de domestiques ou d'employés qui auront accès à votre maison. Méfiez-vous des amitiés qui semblent trop parfaites et des personnes qui posent trop de questions sur vos finances. Ne gardez jamais de grosses sommes d'argent à la maison sans système de sécurité adapté. Et diversifiez vos placements. Apprenez à observer les comportements, les regards échangés, les absences inexpliquées. La confiance se construit avec le temps, mais elle doit toujours s'accompagner de prudence et de discernement. Rappelez-vous qu'on ne connaît jamais vraiment quelqu'un, même après 25 ans d'amitié. Protégez votre famille. Protégez ce que vous avez bâti et ne laissez personne, sous prétexte d'amitié ou de loyauté, avoir un accès total à votre vie. La naïveté peut coûter très cher, comme Agathe l'a appris à ses dépens. C'était votre conteuse dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Si vous avez aimé cette histoire, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines aventures. Laissez aussi un commentaire chaleureux pour m'encourager et dites-moi depuis quel pays vous avez suivi cette histoire.